Hey, salut, cliquez pas trop vite, c'est important. C'est Jonathan qui vous parle et je viens de créer une nouvelle chaîne YouTube spécialement dédiée à Encyclique. Cet épisode avec Alexis sera donc le dernier hébergé sur mon compte Jonathan Berroy. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, dirigez-vous donc vers cette nouvelle chaîne appelée Encyclique. Je vais mettre le lien direct dans les notes de l'épisode. Si vous écoutez seulement la version audio dans Spotify, Apple Podcast ou d'autres applications, rien ne change pour vous, mais j'aimerais quand même ça que vous alliez vous abonner pour nous faire plaisir, mais aussi pour pouvoir voir nos extraits vidéo ou nous envoyer là vos questions et vos commentaires. Merci à tous et bon début de saison! Bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Berroy. Et moi, Benoît Simard. Et nous avons un invité aujourd'hui, un invité de marque. Je suis tellement heureux de l'avoir, Benoît. C'est un athlète. Il a fallu que je travaille fort pour le convaincre. Pas tout. Quand tu m'as dit c'était qui, j'ai sauté à pieds joints. C'est un athlète professionnel et un bikepacker extraordinaire. Cet été, pour la deuxième saison, il va se déplacer d'une course de gravel à l'autre en vélo. Donc, non seulement il devrait être sur des podiums, comme l'été dernier, en tout cas, on parlera de ça, mais entre ces podiums, il va faire 14 000 km en 7 mois d'une grande course canadienne et américaine à l'autre, mesdames et messieurs, Alexis Cartier. Merci les gars, merci de me recevoir. Salut, c'est Alexis. Vraiment un honneur. En fait, c'est moi qui vous avais écrit là, pour venir. Alors, on peut, les candidatures sont ouvertes. On accepte les applications. Mais moi, je suis vraiment un fan là, de votre podcast. Parfait. Tu recevras Merci, ton on pourra transfert le de réinviter, 20 Oui. Je vous écoutais. L'année passée, j'étais pas mal sur la route. Puis d'avoir du contenu québécois de vélo, ça me rendait confortable. Ça me faisait sortir un peu à la maison. Là, fait que j'aimais vraiment beaucoup ça de Dans vous ta écouter. couverture de survie sur un banc de parc. Non, mais l'année dernière aussi, tu as fait ça. C'est t'as à peu près 6 ou 7 courses. Puis pas faire genre Québec, Outaouais. Là. Tu vas quasiment, tu traverses l'Amérique de est en ouest, nord au sud, une couple de fois. Oui, mais moi, ça fait longtemps que j'avais le goût de voir un peu le modèle de performance peut-être ou de comment tu es un cycliste professionnel. Puis ça fait longtemps que je me pose des questions aussi. Parce que tu as fait, entre parenthèses, le métier dans une équipe américaine, faire des courses, aller faire là, des courses un peu commencer. partout dans le monde, se faire flyer un peu. Dans ma vingtaine, j'ai couru ça à temps plein en route avec une équipe de Vancouver puis une équipe de Québec aussi. Fait que j'étais un peu partout dans le monde. On faisait des grosses courses. Puis c'était l'équivalent peut-être de la Ligue américaine, là, tu sais, qui n'était pas dans une grosse ligue. Fait que je faisais ça à temps plein, mais j'étais pas en contrôle de rien non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais mettons, l'équipe, elle décide où est-ce qu'elle s'en va. Toi, t'embarques ou t'embarques pas. En fait, t'embarques, puis c'est La ton semaine seul prochaine, choix. Alexis, tu t'en vas C'est là-bas. ça que tu t'en vas faire. C'est ça la course. Fait que c'est le genre d'équipe que si tu passes pas au niveau supérieur, tu peux pas rester là toute ta vie parce que c'est pas comme le hockey, il n'y a pas autant d'argent dans le vélo. Ouais. Fait que c'était quand même de la misère. Fait que si tu passes, C'est difficile. c'était comme un tremplin pour te rendre au World Tour, mettons, au niveau Mhm. Tour de France. Mais si tu passes pas, tu peux pas rester là. Il faut que tu retournes à l'école, mettons. Fait que c'est ça que j'ai fait. Moi, ça n'a pas marché, ça n'a pas débloqué. Ça, c'était à quel âge? Mais tu vois, j'ai recommencé le vélo de route tard, là, moi. Fait que j'avais comme 22 quand j'ai commencé. Puis j'ai arrêté. J'ai fait ça peut-être un 5-6 ans. Tu faisais du vélo de montagne ado. Ouais, Après ça, tu es allé à l'école, tu as fait ton bac. ouais, Là, puis c'est là à 22 que tu as recommencé Ouais. le vélo, mais là, sur la route, ouais. tu n'avais pas d'expérience de course en peloton? Non. Comment qu'on fait pour se trouver une équipe quand on... Mais j'avais des petits contacts. Là. J'avais commencé avec Bob Cyclo à Sainte-Thérèse. Mais... Et on doit dire qu'Alexis a quelque chose qui s'appelle un moteur. Ah ouais. Ouais, fait que tu vois, la première année de Il a route, le talent. je faisais n'importe quoi, mais le monde était comme, oh, Colin, il est fort, lui, il vient échapper avec moi, ou genre, ah, là, on pourrait tirer. Fait que le monde, il m'avait remarqué que j'étais fort, tu sais, fait que j'étais pas nécessairement le plus intelligent,
dans un peloton, mais il voyait qu'il y avait un moteur. Mais c'est comme que Ben dit. venant du vélo de montagne, peut-être que tu es capable en vélo de montagne d'y aller plus sur la force. Oui, Peut-être mais moins sur ouais. la finesse. En vélo montagne, celui qui force le plus, il gagne. En Mm. vélo de route, c'est pas nécessairement vrai. Là. Et là, tu fais ça quelques années, puis qu'est-ce qui arrive? Je me posais déjà beaucoup de questions, genre, j'aime-tu ça tant que ça? Tu sais, j'ai été parti 7 mois straight du Québec. Ouais. Il te donne 5 kits de vêtements, 2 Puis, tu bicycles. sais, j'avais passé l'hiver dans le sud, puis j'étais comme, là, je sais pas si j'aime ça tant que ça. Tu sais, mettons, si on donne un contrat là, puis tu te dis, on va t'exiler en Europe, je sais même pas si j'aurais dit oui à ce moment-là. Fait que moi, j'étais comme, je pense que je vais retourner. Puis c'était des affaires niaiseux, mais mettons, pendant les 2 ans que j'étais avec HR Block, là, l'équipe de Vancouver, j'ai eu 0 date. Genre, ça te donne une idée de l'ambiance. Là. C'était Pourtant, vraiment... t'es un bel homme. Il y a bien élastique à longueur de journée en plus. Mais c'était vraiment faux. Tu sais, on était 2 semaines à une place, pour ça, tu te fais chipper à quelque part. Fait que c'était comme une vie, c'est une vie sur la route. Mm. Puis sur laquelle tu n'es pas nécessairement tout le temps en contrôle. Fait que j'étais comme, c'est cool. Ça a vraiment l'air glamour de l'extérieur, tu sais, le professionnel, mais en tant que Nord-Américain ou Canadien, que quand ça se passe en Europe, mais il faut que tu sois. T'es pas chez vous, là. Puis entre parenthèses, cette ligue-là de vélo, en plus, c'est pas mal tous des gars qui ont l'intention d'aller ailleurs plus tard. C'est comme une ligue de transition, en fait. Ouais, L'ambiance doit être assez dure aussi entre coéquipiers. T'es oui, tout il y a le de la temps à compétition un vouloir peu. faire- tu veux être celui qui va s'en aller. Fait que ça doit être une ambiance un peu particulière. Oui, mais c'était vraiment le fun. On a vraiment eu des belles expériences là-dedans. Là. On a passé 2 mois en Chine à faire des courses. Tu sais, des affaires qu'on ne pensait jamais vivre. Là. Fait que ça, c'était vraiment particulier. Mais tu te dis pas, je vais faire ça toute ma vie. Tu sais, c'est comme... Puis là, après, tu déménages dans le canton de l'Est. Oui. Mais tu vois, après les années avec HR Block, j'ai fini mon bac à Montréal. Puis j'ai parti un petit programme de développement pour les juniors. Ah? Une équipe de course. Fait que c'était des bons niveaux. J'avais recruté des bons petits athlètes de la Rive-Sud. Puis je me disais, tant qu'à aller aux courses, je continue à courser un peu, tu sais, surfer sur ma forme. Fait que j'avais cette équipe-là, puis j'ai eu plus de succès même qu'avec HR Block, juste mon niveau je pense qu'il y avait moins de stress, moins de pression. Fait que j'avais vraiment du fun sur le bicycle. Fait que je voyais qu'il y avait encore le plaisir de rouler là, avec ça. Mm-hmm. Puis j'avais essayé un petit peu la gravelle. Je suis allé faire une course avec Adam avant d'arrêter. Adam Roberge. Ouais. Une autre légende locale. Oui, puis ça s'est super bien passé. Puis j'ai dit, c'est vraiment cool. Il y avait de l'action. D'une course de route, des fois, tu peux passer 2 heures avec l'échappée partie, il ne se passait rien partout. Là, tu étais dans les trails, là, il se passait tout le temps de l'action, tu étais tout le temps sur le qui-vive. Fait que j'étais comme, ça pourrait être cool. Je pense que je suis dû pour un break de vélo. Ça faisait comme 7 ans là, que je faisais ça pas mal intense. Moi, je pense que je suis dû pour un petit break. Mais la gravelle, ça pourrait vraiment être intéressant pour quand je vais revenir au vélo. Puis qu'est-ce qui a fait que l'année passée, t'es parti pour l'étau au complet? Mais tu vois, moi, quand j'ai réfléchi déjà, un de mes objectifs, quand j'ai arrêté, je suis comme, je pense me rendre à Unbound, qui est comme la plus grosse course de gravel au monde. J'aimerais ça me rendre à Unbound un moment donné en vélo, puis essayer de la gagner. C'était comme ça le gros objectif. C'est comme une pensée, ça pourrait être cool de faire ça un moment donné. Puis c'est dans quel état, Unbound? C'est au Kansas. OK. Fait que milieu des États-Unis. Milieu des C'est sûr États-Unis. que taper 3 fois sur ses talons pourrait te faire apparaître là-bas, ça serait plus rapide, mais ça serait pas aussi relatif au vélo. Oui, mais l'affaire, Ben, c'est que we're not in Kansas anymore. C'était comme une pensée comme ça que j'avais. J'étais comme ça pourrait être cool. En fait, moi, on vit dans une ère que je pense que des gros enjeux, c'est la crise climatique. Mm-hmm. Fait que moi, il y avait tout ce côté-là aussi en même temps que là, oui, c'est cool le vélo, la performance, mais il y a cet enjeu-là aussi. Comment qu'on peut peut-être. Comment un peut nourrir l'autre, peut-être, ou la performance puis remettre en question la performance à tout prix. C'est-tu vraiment une quête que je veux vraiment suivre? Fait que c'était vraiment pour répondre à ces questions-là. Fait que moi, je savais que pour revenir, comme l'année passée, moi, mon objectif, c'était de minimiser mon impact. Oui, j'aime ça courser. J'aime vraiment, vraiment ça courser. J'aime ça compétitionner. Mais en vieillissant aussi, je pense que je vois moins de mérite peut-être à essayer d'être meilleur que les autres. Puis c'est peut-être plus de OK, mais là, c'est quoi vraiment être excellent? C'est pas seulement la course, la finalité. Oui. Si tu as fait 3 fois le tour du monde en avion dans ton année pour gagner la course, est-ce qu'il faut vraiment applaudir ça? C'est plus ça. Fait que moi, c'est les questions-là que je me pose. Je pense pas que j'ai les réponses à tout, mais c'était d'essayer de trouver des pistes de réflexion puis peut-être
changer un peu le modèle. Là, de... Puis t'as fait combien de courses comme ça l'année passée? Mais tu vois, j'ai fait 3 voyages de bikepacking l'année passée. Mon objectif, c'était de pousser dans cette direction-là. Fait que pas de dire, bon, ben, je vais tout faire ma saison en vélo, puis direct, parce qu'il y a comme un apprentissage, je pense, là. Puis aussi, je voulais rester pertinent dans le cadre de course. Tu sais, si tu fais tout en vélo, puis finalement, t'es à chier parce que t'es tout le temps désorganisé. À chaque fois que t'arrives. Oui, ça redonne à rien. Le reste chez vous, on va faire juste du vélo tourisme. Ouais. Là, Fait que pour expliquer un peu, là, dans le fond, toi, tu as tes sacoches ou tes sacs de bikepacking sur ton vélo. De course, tu en as juste un. Tu roules jusqu'au départ de la course. Là, tu enlèves tes sacs, tes sacoches. Tu laisses ça au départ. Tu donnes ça à un organisateur. Tu gardes ça pour moi une couple d'heures ou de jours. Là, mets ça à côté de ma médaille, j'en reviens. puis là, après ça, tu pars courser comme un enragé pendant 200 km dans le bout. Ou c'est dans des chemins maganés. Tu reviens au départ. Tu prends ta médaille. Tu prends tes sacs. Puis là, tu t'en vas à l'autre course. Oui, mais ça c'est l'objectif ultime, mettons. Pour l'année prochaine, l'année passée, tu vois, j'ai fait 3 séparés. OK. Fait que je suis allé faire une course au Mexique. Ah ouais? Pour partir le bal, c'était ça. Je suis allé faire une course au Mexique en décembre 2023. Puis je suis remonté à mon camp d'entraînement à Tucson. Du Mexique. Puis quand t'es arrivé, est-ce qu'ils t'ont dit que t'étais arrivé Tucson? C'est exactement ça qu'ils m'ont dit. C'est quand même particulier. Ah ouais, hein, c'est ça? Ouais. D'après moi, t'as déjà été parce que. Non, fait que là, tu remontes en Arizona, on va dire ça. Fait que ça, c'était mon premier périple de mon genre de baptême, d'aller faire une course. C'était comme un test. 3 semaines? Un test, mais combien de semaines? Oui. Ouais. Ben, c'était 3 semaines. Ce projet-là, puis peut-être même encore à ton retour au complet là, à la Gravelle, et même par la bande, tes gènes d'athlète exceptionnel, ça vient de ton père. Oui. Est-ce que c'était un peu suite au décès de ton père que tu as eu ces réflexions-là ou que ça t'a dit il faut que je fasse quelque chose maintenant? Puis tu sais, on dit ça, mais j'ai eu le privilège de rencontrer sa mère aussi, Alexis, qui est une aventurière incroyable en passant. Là. Tu sais, on peut bien mettre les gènes d'un côté, là, mais c'est sûr, tu viens de deux pas gênés. Oui. Non, je pense que cet appel-là de faire les choses différemment avec le vélo, c'était déjà là avant que mon père décède. Mais c'est sûr que depuis qu'il est parti, c'est sûr que ça a accéléré certaines choses. C'est quoi qui est arrivé à ton père? Mais il était mon père, lui, il avait besoin d'objectifs dans la vie pour être stable, mettons. Fait qu'il aimait bien la montagne, la course à pied, la montagne. Mais beaucoup la montagne dans les dernières années. Puis, tu vois, il avait 60 ans là, quand il est décédé. Puis, il était au K2. Ça a été des nouvelles. C'était un des plus grands alpinistes du Québec. Mais je sais pas. Moi, c'est pas même que je le percevais. Il était très humble, là. Tu lui demandais, tu t'en vas-tu faire? Qu'est-ce que tu t'en vas faire? Ah, je m'en vais faire de la montagne, là. C'est printemps. Ouais. Puis là, tu creuses un peu. C'est quoi? Ouais, mais c'est le K2. Ah, ouais, c'est une bonne montagne. Oui, c'est une bonne montagne. Effectivement. C'était pas sa première expérience non plus de haute montagne, là. Ouais, il a fait pas mal de montagnes. Il est allé en Alaska, à Denali. Il est allé une couple de fois à l'Everest. Fait que lui, il aimait vraiment ça, la montagne. C'était ça qui le gardait motivé. Mais tu vois, il avait 60 ans, puis il avait la même drive qu'à 30 ans. Tu sais. C'est un accident? C'est une avalanche? Oui, mais c'est ça. Il avait la même drive qu'à 30 ans, mais moi, j'étais allé, juste avant qu'il parte, on est allé faire de la course à pied dans les Adirondacks. Puis, mettons, il s'était planté dans des roches lousses. Là. J'étais comme, tabarouette, Pat, t'as pas les mêmes réflexes qu'avant. Tu peux pas faire n'importe quoi. On descendait à Pin, là, en descendant des montagnes. J'étais comme, ouais. Puis c'était planté, tu sais, comme quasiment un enfant qui déboule les marches. Là, je suis comme, il n'y a peut-être pas les mêmes réflexes. Puis je pense qu'il y a personne il était tout seul quand il a fait une chute au K2. Mais d'après moi, il y avait peut-être les réflexes qui commençaient à ralentir un petit peu. Puis, ils n'étaient pas 3 ensemble? Oui, il était une expédition. Mais quand la chute est arrivée, il avait pris de l'avance puis il était tout seul. Ouais. Ça, à quel point tu dirais que ça t'a donné un boost pour te dire je vais faire cette expérience-là de course de gravel rendu à passer 30 ans? Est-ce que c'est comme je le fais maintenant, sinon je le ferai jamais? La vie est courte ou etc. Mais je savais déjà que. Je sais pas, c'est sûr que ça m'a permis de
Mais je vous le cacherai pas, là, que, mettons, mon père était médecin, fait qu'il y a eu un héritage, là. Puis ça m'a permis financièrement de prendre une année, mettons, l'année passée. C'était avec cet argent-là que j'ai financé ma saison. Puis je sais pas quelle forme ça l'aurait pris sinon. Si j'aurais-tu travaillé à temps partiel ou... Là, ça m'a permis de vraiment y aller, pas me poser de questions. Je dis, bon, mais c'est ça que je fais. Mais l'argent, t'aurais pu t'acheter une auto, là. Tu sais, c'est pas ça qui... Non, mais ça l'aide quand même à dire, OK, tu te poses pas de questions, c'est ça que je fais, je vais à fond. Puis on verra qu'est-ce que ça mène, mais c'est sûr que oui, ça change ta vie, ça change la perception des choses aussi, là, de bon, mais là, il faut que je le fasse là. Mais ça restait que je voulais le faire là quand même. Il y a ton frère aussi que ça a changé ça. Oui, là, c'est un autre gros sujet, mais lui aussi il avait un projet qui chérissait depuis longtemps. Lui, c'est en secondaire 5, il avait lu un livre de Mathieu Ricard, là, le moine. Puis c'était comme c'est comme s'il avait vu la lumière avec ce livre-là. Puis il était comme, moi, je voudrais devenir moine dans la vie. Puis là, quand mon père est décidé, mais il a fait, bon, ben, je pense que ça va être là que je vais devenir moine. C'est le temps. Fait que tu vois, lui aussi, il a comme pris le virage 180, il a tout lâché. Il avait une copine, il avait un bac en enseignement. Puis il a dit, non, je vais aller devenir moine en France. Fait que oui, lui, il est rendu là. Je ne l'ai pas vu depuis qu'il est parti. Sérieux? Ouais, ça fait 2 ans. Ouais. Je vais aller le voir un moment donné, là, mais... En bike? On a chacun... ouais. Il est en pédalo, en fait. On a chacun nos on a un petit projet un peu différent, peut-être. Oui, mais on peut... J'avançais peut-être ça. 2-3 affaires de plus, mon père. Ouais, vas-y. Mais une affaire peut-être que... Mais ça se peut que je braille. Ça dérange-tu? Non. Non. Je sais pas, je vais être capable. J'en parle pas souvent, là. Mais si je pleure, c'est parce que c'est beau. Ouais. Mais tu sais, des fois, tu peux... C'est drôle parce que la mort, mettons, comment c'est perçu, c'est souvent comme quelque chose de négatif, un peu. Mais tu vois, mettons, lui, il est mort à 60 ans, puis je pense que pour lui... Il faut me dire si vous voulez le couper, parce que c'est pas écoutable, mais c'était quelque chose... Mettons, il est mort à 60 ans, mais je pense que c'est une fin correcte pour lui. Puis je pense qu'il y aurait des corrects avec ça. Tu vois, mon grand-père, il avait l'Alzheimer. Puis mon père, il voulait pas finir de même, là. Fait que, oui, c'est une fin, mettons, qui est raide, là. Mais j'ai l'impression que c'est un 60 ans qu'il a vécu non-stop. Tu sais, t'as pas genre un 15 ans que t'es en train de moisir, là. Puis de perdre des capacités. Fait qu'il y avait de quoi de beau quand même là-dedans. Dans son environnement. Ouais. Puis juste de vivre à fond tout le temps. Là. Puis si à un moment donné, ça l'arrête, là, ça va arrêter pour tout le monde, mais ouais. Je pense pas qu'il était inconscient des risques qu'il courait là, parce que le K2, c'est probablement la montagne, je connais rien à l'alpinisme, là, mais c'est une des plus risquées en partant. Ouais, ils disent toujours, hein, c'est vraiment pire que celle-là est particulière. Donc, il ne s'est pas embarqué là-dedans en pee-wee, là, mais tu sais, il savait le défi. Tu le connaissais, tu dis, Benoît. Oui. Oh, ouais, on a fait des sorties du mardi ensemble. On a fait des sprints de pancartes, lui et moi. Alors qu'il prenait des vélos, des vélos de Vinci tout bossés, mon gars. Oui. Fait que Richard, il devait avoir au moins ça, comme 45-50. Puis il venait nous torcher quasiment en sprint, arrivé à Moronite au flasher orange. Ouais. Puis, mais ouais. Tu vois, puis comme je pense que pour sa copine, mettons, qui est encore vivante, là, pour elle, c'est une histoire différente parce qu'il y a eu des projets de vie, mais comme papa, pour moi, il a fait un job exemplaire. Là, il y a beaucoup de valeurs qu'il m'a transmis. Tout ce côté-là de vouloir l'aventure, le dépassement, le sport. Mais dans l'humilité, je pense que tout ça vient de lui. Fait qu'il y a vraiment eu une présence exemplaire, même si ça a fini un peu plus vite que... Faisiez-vous du vélo ensemble? Pas tant que ça. Ça reste que moi, je faisais ça à temps plein. Avec le niveau... Il était bon, mais genre, il avait quand même 60 ans. Dans ta jeunesse. Ouais, mais il n'était pas recordman à Berlin des 50 ans et plus au marathon. Là. Il avait essayé de battre le record des 50 ça, ans. okay. Mais il courait vite. Mettons, si je veux donner des références là, de temps, mais il avait battu le... Il avait couru juste en bas de 2h30 au marathon, à peu près 50 ans. Monsieur. Ouais.
Fait que oui, les gènes, ça vient de là aussi. Fait qu'il t'a transmis sa curiosité puis son désir de comprendre les choses aussi, ou de les changer, en tout cas, parce que tu disais qu'il était médecin, mais il n'était pas chirurgien cardiaque. Là. Non. Non, il était en soins palliatifs. Bon, fait qu'il était habitué de parler avec les gens, essayer de leur parler, j'imagine, ou de... Oui. Très cérébral, peut-être. Oui, même, oui. Pour lui, l'intérêt, c'est qu'il y ait un équilibre entre la science et le côté humain aussi. Mhm. Ouais. Puis peut-être juste pour... je sais que ma mère va sûrement écouter. Là. Ma mère aussi, elle m'a transmis plein de belles choses. Ben oui! C'est juste qu'elle a fait elle est encore vivante puis elle est encore full active. En tout cas, je la salue. Elle aussi, c'est une crinquée, là, à part des 3 semaines faire du canot camping Moi, au c'est ça Yukon qui puis des m'avait affaires de impressionné. même. Ah, ouais. Ouais. Du vélo sacoche en Abitibi, 3 semaines. Elle dormait dehors, genre à municipalité, puis elle a elle va avoir bientôt 70 ans. Parce que moi, ça va faire 2-3 ans, je pense que soit je faisais un ajustement sur son vélo, je lui ai vendu un vélo, tu sais, puis je parle avec elle un peu pour savoir, bon, je sais que c'est ta mère, tu sais, c'est cool, là, pas de trouble, puis elle a dit, je m'en vais en camping avec mon chum, telle place, comme ça, t'es comme, non. Puis oui, elle dormait, quoi, c'est vraiment, j'étais impressionné, moi, ça... Veux-tu nous parler de ce qui s'en vient cet été? Oui, mais tu vois, l'année passée, ce que j'ai fait que j'ai fait 3... On va finir là-dessus. J'ai fait 3 rides l'année passée de bikepacking. Fait que j'ai fait du Mexique jusqu'en Arizona. Après ça, j'ai fait du Texas jusqu'à Unbound. Fait que je me suis rendu à Unbound en vélo, mais par en bas, là, pas par de la maison. Mm-hmm. Puis j'ai traversé la Colombie-Britannique aussi avec mon collègue Julien Gagné de Sherbrooke. Ouais, qui est... vous êtes surnommés les 3. Il y a Julien, il y a toi, il y a Adam Roberge. Vous êtes ce qu'on appelle la Poutine Mafia Poutine sur Mafia. le réseau. Oui, qui est un excellent nom, on va se le dire. Ouais. Puis, je suis pas sûr en quoi vous êtes des mafiosos, là, par contre, ou des mafiosi. Mais c'est qu'il y avait déjà la Dutch Mafia. Il y a des Néerlandais qui viennent courser en Amérique de temps en temps, fait qu'ils s'entraident un petit peu. Fait que nous, c'était comme la réponse à... On va se serrer les coudes ensemble, puis on va s'aider un peu dans les courses, des plus grosses courses en Amérique. Parce qu'il n'y a pas de peloton, mais comment tu t'aides? Mais tu vois, avec certaines courses, on faisait des petites stratégies d'équipe. On ne ramenait pas l'autre. Fait que tu vois, à une course comme Gravel Loco, que Julien a gagné, j'ai attaqué tout le début de la course avec Julien pour essayer de faire un échappée. Puis à un moment donné, il est parti solo. Puis là-dedans, puis moi, on ne prenait plus de relais. Il y avait Niki Terpstra qui était là, qui a gagné Tour des Flandres, je pense. Fait qu'il y avait des bons cyclistes. Non, allez-y. Nous, on ne prenait plus de relais. C'était comme si c'était notre équipier. Est-ce qu'ils comprenaient ça, les gens? Ils étaient pas contents, là, les Européens. Ça, c'est la course. Désolé pour eux. Là. Sur la Gravel, tu sais, en route, il y a des équipes. Là, ça fait partie du sport. En vélo de montagne, tu n'as pas le droit de t'aider. Oui, tu as le droit. Tu as le droit? Ben oui, mais c'est qu'il n'y a pas vraiment d'aspiration autant que ça. Oui, parce que tu ne bloques pas rien. Puis il n'y a pas vraiment d'équipe non plus. Tu sais, des fois, il y a 2 qui sont dans le même. Mais là, vous, c'est comme un mélange des deux. À quoi ça ressemble, le genre de terrain? Puis c'est quoi les longueurs des courses de gravel? Mais tu vois, les courses, en moyenne, c'est autour de 200 km, les courses de gravel. OK, fait qu'environ 2 semaines. Environ 5-6 heures, ouais. Ça roule assez vite quand même, autour de 35 de moyenne peut-être, je dirais. Ça dépend beaucoup des courses. Le terrain va vraiment varier. Il y a des courses qui ont du single track de vélo de montagne carrément dans les courses. Il y en a que c'est plus des chemins de 4 roues, des choses comme ça. Fait que ça dépend vraiment c'est vraiment variable de course en course. Mais aux États-Unis, je dirais que les parcours sont vraiment rough. Tu sais, si tu vas rouler en gravel à Bromont, puis tu te dis, c'est ça la gravel. Là, quand tu arrives dans les courses aux États-Unis, ça n'a aucun rapport. Avant qu'on commence, tu nous disais que tu étais pour avoir quelle largeur de pneus cet été, juste pour donner une idée, que c'est pratiquement du vélo de montagne. Mais tu vois, l'année passée, à la fin de l'année, je roulais un 2.25 en avant, puis un 2 pouces en arrière. C'est du 29 pouces par 2.25, ce qui est un pneu de vélo de montagne. C'est un peu de vélo de montagne. Oui. Puis 2 pouces en arrière, puis c'était le plus gros qui rentrait. Puis parce que vu que tu es en peloton, tu racontais que c'est parce que tu vois pas les obstacles arriver. Tu rentres là-dedans à 35-40, puis tu sais pas ce qui s'en vient. Même des fois plus, là, parce que tu vois, une course comme Big Sugar, la dernière de l'année, qui est alternativement le nom que ta blonde te donne. Il n'y a pas de bonne réponse à ça en passant. C'est juste une affirmation. L'autre fois, même, tu me disais que tu avais essayé de faire une petite nouvelle avance, puis elle avait dit non, ça, c'est Unbound. Je vais checker. T'as-tu mis des caméras chez nous?
Ouais, mais tu vois, comme une course comme Big Sugar, Oui. que c'est en Arkansas, c'est très poussiéreux. Mettons, ça sprint là, pour avant les secteurs de gravier. Là. Fait que t'es sur l'asphalte, ça roule, mettons, en watts. Ah, pour pas Ouais. être dans la poussière. rendu Tu là. roules à 500 watts pour rentrer le premier dans un secteur de gravier. Puis là, une fois que tu rentres dans le secteur, c'est la poussière monte puis tu vois plus rien. Ah, Tu vois pas, pour vrai, tu vois pas à 15 mètres. Là. sérieux? Fait que c'est ça prend des bons... Puis c'est tout pété, les chemins. Fait que ça prend vraiment des bons pneus parce que tu peux pas choisir tes lignes nécessairement, hein, tu vois rien. Est-ce qu'il y a des fois aussi que c'est plein de boue? Tu vois, moi, j'ai pas eu de course boueuse encore cette année dans les grosses, là. Il y a eu Rasputitsa, là, qui était un peu boueux au début, Puis le mais... handball en question, là, d'une année à l'autre, si jamais il y a de la pluie dans les jours précédents ou le jour même, ça peut être l'apocalypse. Ouais, ça change. Je pense que c'est il y a 2 ans hein, que c'était juste une piscine Mm. de boue. Là. Ouais. Puis là, ben, tu fais même dans tes sets aussi, il y a la Big Red là, que tu avais participé aussi, mais qui fait même pas partie de tes grosses courses en réalité. Mais c'est plus, comment je dirais, c'est super bien là, ce qui se passe au Québec en termes de gravel, mais ça reste qu'on est au Québec. Puis si tu joues pas au hockey, au niveau, si tu veux faire du sport de plus haut niveau, c'est plus limité quand même. Au niveau des bourses, à quel niveau tu parles? Mais tu vois, les bourses, même un peu partout, il n'y a pas beaucoup de bourses en gravel. Vu que le modèle, c'est un peu comme les Ironman, que tout le monde peut participer. Puis c'est une compagnie qui organise des courses, puis tout le monde peut participer. Fait que c'est ça le modèle d'affaires. Mm-hmm. L'argent vient beaucoup des inscriptions aux courses. Fait qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part des commanditaires parce que, OK, telle personne a tel vélo, mais toi, tu peux l'acheter pour faire la même course que lui. Tu comprends? Fait que l'équipement, l'argent vient plus de là. C'est très américain, États-Unis, là, en fait, parce que maintenant, avec l'UCI qui reprend un peu qui veulent reprendre le contrôle de cette discipline-là, parce qu'ils ne l'avaient pas, c'était vraiment privé aux States. Est-ce que toi, tu sens déjà une différence peut-être dans les parcours? Parce que maintenant, il y a un championnat du monde de gravel. Oui, mais tu vois, C'est j'ai l'impression Europe, que moi, la puis... gravel, tu as deux affaires. Tu as comme la gravel européenne qui commence à grossir, puis il y a de l'intérêt. Puis il y a la gravel américaine. J'ai l'impression que c'est deux affaires différentes. Tu vois, Marianne Voss, elle a gagné les championnats du monde sur des 33 mm. Ouais. Des 33 mm, tu te rends même pas à la fin du premier secteur, j'ai l'impression, d'un course aux Est-ce États-Unis. que c'est parce là. qu'en Europe, c'est quasiment l'extension du cyclocross, qui avait déjà une grande tradition? Non, Non, vraiment pas. C'est vraiment une nouvelle discipline. C'est juste que je pense qu'ils n'ont pas le même terrain. Tu sais, en Europe, tout le monde a construit partout presque. Là. C'est vraiment plus dense. En Amérique, tu as encore des grands espaces. Fait que j'ai l'impression que c'est vraiment... La graveule, là, on en a déjà parlé à cette émission. La graveule en France, c'est quasiment du vélo de montagne dans les Alpes. Ça dépend. Ouais, là, si tu parles des chemins qui sont dans les Alpes, dans les stations de ski. Ben moi, c'est mon terrain de jeu. Ouais. Nous autres, c'est là qu'on roule. Mais, donc, c'est vrai qu'il y a l'aspect gravel, qui est très français, très alpes, mais l'aspect gravel... Ça, la graveule. Oui, la gravel. Le gravel bike. Puis la tasse en titane, ça coche du bike Et voilà! On va faire un connoisseur. Mais cela étant dit, c'est ça, il y a vraiment... Toi, tu as fait une relation avec le cyclocross. Oui. Je pense que les gens, à 100% à tort, tu ne peux pas associer le cyclocross au gravel bike parce qu'au début, peut-être les gens prenaient un bike de cyclocross pour faire la gravel, mais c'est le seul lien qu'il y avait entre ces deux disciplines-là. On parle d'une discipline qui est 1 heure en circuit fermé versus des circuits de centaines de kilomètres. Oui, ça n'a rien à voir. Puis la géométrie des vélos, le cyclocross, c'est historiquement beaucoup plus boueux. C'est pour ça que les roues sont cochées, mais plus étroites. Mais c'est un règlement. Là. En cyclocross, tu n'as pas le droit d'avoir plus gros que 33 mm. Ça, c'est 100% UCI. C'est à cause de l'historique du sport. Ils mesurent, sinon, OK, fait que ça n'a même pas rapport avec la boue. C'est comme tradition. Non, c'est pas ça qui va le plus vite, je te garantis. Là. Non. C'est parce que quand ils ont commencé à faire ça dans les années 50, 40, mettons, c'était un bicycle de route avec des pneus plus gros. Là, il n'y avait pas d'autres raisons d'être. Puis gravel, maintenant, est-ce que où tu le places? Mettons, tu mets vélo de route d'un bord, UCI vélo de route, là, ce que tu faisais avant, et de l'autre côté, également ce que tu faisais, mais avant vélo, mettons cross-country, vélo de montagne. Est-ce que la gravel, c'est entre le milieu ou c'est même pas sur une échelle? Non, c'est plus proche du vélo de route, je dirais quand même, là, l'effort. C'est beaucoup moins technique. Il n'y a pas beaucoup de pilotage à faire. C'est plus que ça brasse. Là. Fait qu'il faut que tu chauffes un peu ton bike, tu tournes, mais... Il faut savoir absorber au bon moment. Il n'y a pas de jump, il n'y a pas de... Ouais. Donc, est-ce que c'est celui qui pousse le plus de watts qui finit par gagner?
Oui, ça prend. Il y a un peu de tactique, définitivement, parce que les vitesses sont quand même assez élevées. Là, fait qu'il y a définitivement de la draft. Il y a des pelotons qui se forment, mais il peut y avoir encore des échappées. Oui, c'est ça. Il y a des échappées. Il y a une dynamique de peloton, définitivement en gravel aussi. Là. Mais il y a la largeur des routes. Oui, aussi c'est qui juste va que changer. la résistance au roulement dans les secteurs est tellement plus forte que sur de l'asphalte que tu peux. Ouais. T'as quoi comme pneus? Les vrais pneus sur mon vélo, mettons, que C'est j'utilisais. quoi tes pneus que t'aimes? Mettons, t'es pas obligé de te Parce limiter qu'on aime ça, à... nous autres sites, on là, capote mais ses pneus. Tu Là. peux dropper Mais des mettons noms, que si tu j'essaie veux. de... Je me dis, ouais, aujourd'hui, ça me tente de pousser 500 watts, là, comme Alexis. Fait que je m'achète des pneus, puis je mets ça dans ma pour la boîte à pneus. gravel, j'ai l'impression que les pneus de vélo de montagne, pour ce que je fais, là, Ouais. les pneus de vélo de montagne sont mieux adaptés. J'ai Ah l'impression ouais, que la fait gravel, qu'avec des gros- c'est nouveau. Fait que cocher. Non, du vrai tread, là. Ah Mais ouais. tu vois, mettons, je vais te donner des vrais C'est exemples. Là. micro-ramponné, mettons. Les pneus, je pense, qui sont le plus vite, c'est des Schwalbe Thunderbird. En 2.25 ou en 2.1 selon ce qui rentre dans ton vélo. Là. Mm-hmm. D'après moi, ça, c'est pas mal le plus vite. Tu le vois sur rollingresistance.com, là, qui est comme la Bible. C'est vraiment ça qui c'est dans les plus c'est plus vite que tous les vélos, les pneus de gravel, pas mal. Là. J'ai l'impression que la technologie des pneus de gravel, c'est pas encore rendu, sont pas encore Il y a optimisés, c'est sûrement un nouveau. bémol là-dessus, c'est plus rapide dans certaines conditions. Mais les seules Sauf conditions que quand c'est plus moins rapide, c'est ouais. vraiment important que ça soit plus Oui. rapide. Ça va être dans une section de roche, puis où est-ce que tu risques Ouais, de Le crever. seul, ouais. parce puis- que la résistance au roulement est inférieure Mm. aux pneus de gravel. Puis c'est le seul désavantage, c'est l'aérodynamisme un petit peu. Ah ouais, la largeur d'une Mais couple de il millimètres de faut plus. vraiment que tu ailles vraiment vite pour que ça devienne un désavantage comparativement à la résistance de roulement qui est diminuée. Ouais, mais tu sais, même toi, à ta taille, la plus grosse résistance d'aérodynamisme, C'est sa barbe. Ben, ta barbe, tes Oui, cheveux, mais tu vois, ça, c'est non, une mais ta constante. largeur, ta taille, ta C'est une grandeur. constante que tu peux pas. Ouais. Tu peux pas modifier, c'est sûr. Oui, le monde, ils disent, ouais, la 80% de ton drag, c'est ton corps. Oui, mais ça, je peux pas le changer. Tandis que mon équipement, je peux, c'est la partie que Encore je peux drôle, j'ai vu modifier. des reportages dernièrement qu'il y a des gens qui changeaient leur corps, mais c'est peut-être un autre. Ben, moi, j'avais regardé pour me faire casser les jambes puis me faire Pour les ajouter rallonger? Une coupe de pouce. C'est Ouais, juste c'est juste que tu seras là- pas capable d'attacher tes lacets. Alors, on va clore ici ce chapitre. Je sais pas. Mais c'est pour ça que j'ai des boas. Ah oui, puis c'est toi l'essuie à velcro aussi dans l'entrée. Ben oui, c'était des tailles des 38. Bon, hey, cet été, là, Oui. bon, t'en as... Quand est-ce que tu pars dans l'ordre, Oui. qu'est-ce que tu fais? Oui, ça fait que cet été, en fait, moi, quand ils ont. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Pas longtemps, mais toute l'année, je regardais pour le faire. La plus grosse série de gravel aux États-Unis, ça s'appelle le Lifetime Grand Prix. Fait que ça, c'est toutes les plus grosses courses. Lifetime, c'est la compagnie qui possède la Unbound, puis la plupart des plus grosses courses aussi aux États-Unis. Fait qu'ils ont fait un circuit avec ça. C'est 6 courses sur 7 mois, étalées sur 7 mois. Puis il y a 3 courses de vélo de gravel, puis 3 courses de vélo de montagne. Avec un classement cumulatif. Avec un eux, ils classement encouragent cumulatif. que les gens participent Ouais, à tous les Les- événements. Là, tu vois, cette année, ils changent un petit peu, mais les grosses bourses, il y a des bourses à chaque course, il va y avoir des bourses à chaque course, mais les grosses bourses sont pour le classement cumulatif. Fait qu'ils veulent que le monde fasse toutes les courses. Puis comment tu rentres dans cette série-là? Il faut que tu appliques. C'est sur sélection. Fait qu'il y a 25 athlètes qui vont être sélectionnés pour ça. Puis il y en a déjà choisi 22. Oh. Fait qu'il reste 3 spots. Donc, moi, j'ai pas été choisi dans les 22 premiers. Puis ça, c'est au hasard ou c'est Non, limité il à reste- temps? C'est discrétionnaire. C'est vraiment des choix comme d'un comité qui. Ah, Une ouais. compagnie privée, ils fassent Ouais. bien qu'est-ce qu'ils veulent. là. Ouais. Pour avoir, puis là, ils vont choisir, est-ce qu'ils peuvent choisir, comme dans cette ère moderne, la personne qui a le plus de followers pour avoir plus de... Donc, Mais le au podcast début- ici va déterminer beaucoup Ouais. pour la suite de la carrière. C'est vraiment un point d'Alexis. tournant. Ouais, Non, mais je pense, ça jouait plus au début. Là, maintenant, ils veulent vraiment que ça soit pris assez au sérieux. Fait que c'est plus performance. OK. Oui. Je pense pas que ça nuit si, mettons, tu es un Dylan Johnson qui a une grosse chaîne YouTube, mais. Alexis, bord en dessous, quartier. Ouais, exactement. 700 followers and counting. Ça va exploser, man. Mais pour vrai, une parenthèse avec ça, mais
c'est vraiment cool qu'est-ce que tu fais. Là. Tu sais, tu filmes entre les courses, tu mets des photos de tes courses avec comme qu'est-ce qui s'est passé dans telle course. L'année passée, je suivais ça. C'est vraiment bien. C'est vraiment intéressant. Merci. J'essaie de faire du contenu que moi, je voudrais consommer. Ouais. Fait que j'essaie de donner un peu de détails, aller un peu plus en profondeur que des photos de moi qui Je pense que t'apportes un côté, une vision artistique quand même assez forte pour moi. Là. Il y a une unicité dans ce que tu fais. On l'a peut-être pas mentionné encore, là, mais tu es un illustrateur, tu as des ambitions, en tout cas, de faire du beau. Oui. En général, je pense. Oui. Puis ça paraît dans tes partages. Puis qu'est-ce que le point de vue que tu apportes un peu différent, tu es déjanté. Mais, merci, je le prends. Ça donne une approche un peu différente. Je pense que ça rend ça intéressant, tes contenus. Merci beaucoup, merci. Je travaille fort là-dessus. Je trouve que c'est important quand même de... Ça fait partie de la job aussi, mais je pourrais aussi engager un photographe et demander à quelqu'un de peser sur post à chaque 2-3 jours. Là. J'essaie de faire de quoi qui amène un peu plus à la conversation. Mais cet été, tu vas filmer, c'est ça l'objectif? Oui, mais attends, là, on va pas... Une affaire à fois, Jonathan. OK, je veux, parce que tu m'excites. On était rendu que... on parlait du Lifetime Grand Prix. Fait que là, il reste 3 spots. De ramener, il reste 3 spots pour rentrer dans le Lifetime. Puis ça va être déterminé par les 3 meilleurs après les 2 premières courses de la saison. Qui sont Sea Otter en Californie, puis Unbound au Kansas. Là, moi, l'idée, c'est d'essayer de rentrer là-dedans. Mais je vais faire... Là, ça, c'est là la twist. C'est que moi, je vais faire toutes les courses, les 6 courses du calendrier Lifetime. Mais idéalement, je suis sélectionné dans les 25 qui vont pour les prix et les bourses. Mais je vais les faire anyway. Puis l'idée, c'est de relier toutes les courses en vélo, en bikepacking. En vrai bikepacking. En vélo sacoche. En cyclotourisme. En cyclotourisme, oui. Mais advenant, ou quelqu'un qui n'est pas dans les 25 premiers, est-ce qu'il a accès quand même aux bourses s'il fait une performance qui est sur le podium, par exemple? Mais tu vois, à chaque course, l'année passée, il n'y avait pas une scène à certaines courses. Mettons, en Unbound, tu gagnais la plus grosse course au monde de gravel. T'avais un camelback puis une boîte T'avais rien. 0. Fait que là, le monde n'était pas content. Puis avec raison, je pense. Oh, parce c'est très médiatisé. Parce qu'il y a 5000 personnes qui payent 300 US là, pour s'inscrire à la course. Fait qu'ils font de l'argent. Je ne suis pas inquiet qu'ils font de l'argent. Fait que je pense qu'il faut repartager un petit peu avec les athlètes. Je pense qu'il s'est rendu aussi gros parce qu'ils ont des athlètes exceptionnels. Fait que je pense qu'il faut mener... Oui, c'est correct, c'est une business, mais il faut repartager. Beaucoup d'anciens coureurs sur route qui sont sur ce réseau-là. Oui, c'est quasiment un running gag. Là, Tu finis sur route, puis là, tu t'en vas finir sans gravel tranquille. Là. Mais ce que j'aime, je pense que le monde y pense... J'ai l'impression que les Européens pensent que c'est vraiment du petit niveau de marde là, en Amérique. Mais le niveau est bon, là. Le niveau. Keegan Swenson, qui gagne la plupart des courses, il est vraiment exceptionnel là, comme athlète. Là. Il serait compétitif au niveau World Tour sur la route. Et Ted définitivement. King aussi, que tu as rencontré. Oui, mais Ted King, tu vois, lui, c'en est un. Ouais. Ça a été un des premiers qui est parti de la route. Mais là, tu vois, il vieillit un petit peu quand ça ralentit. Je pense qu'il est encore pertinent, mais il n'est pas en tête de course. Ben, tu peux être non performant. Mais tu vois, il y avait Greg Van Avermaet l'année passée à Unbound. Il y en a plein qui font la transition. Il y avait Matej Moric qui a gagné Milan Sanremo. Tu vois, il est venu. Mais c'est ça qui est intéressant. Name drop en estique. Ouais. Non, mais... Brag. Au nom des autres. Et donc, est-ce que c'est la lucéisation de la discipline avec le championnat du monde qui... Mais moi, je pense que il y a comme un buzz sur la gravel. Et pourquoi qu'il viendrait se péter les gencives ici pour le plaisir? D'après moi, il y avait de l'intérêt de ses commanditaires. C'est beaucoup ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup ça. Moi, ce que je trouve intéressant quand les Européens viennent, c'est qu'ils ne gagnent pas toutes. Là. Ça te prend de l'expérience en Amérique. Il y a même la visibilité quand même. Oui, mais tu vois, il n'a pas fini. Matej Moric, il a flatté, il a eu chaud, puis il a abandonné. Ben ouais. Je t'ai lancé ailleurs en te disant que ceux qui ne sont pas parmi les 25 premiers, ils peuvent quand même essayer de gagner la course. Je veux dire, ça ne t'empêcherait pas de le faire. Oui, si je ne rentre pas dans la sélection, je peux faire toutes les courses pareilles. Là. Oui, effectivement. Puis je peux gagner les courses. C'est qu'ils sont invités, donc ils n'ont pas à payer 300$. Mais ça fait quand même une différence. Ça fait une différence au bout de l'année. Mais tu disais qu'il y avait 3 courses de vélo de montagne dans ces 6-là? Oui. Comme cross-country? Plus comme marathon.
Marathon, c'est comme une course de gravel, mais avec un guidon plat. C'est comme, même que maintenant, c'est comme course de gravel, mais avec un mountain bike avec un guidon courbé de gravel. Oh. Parce que, mettons, les courses, je vais les nommer. Là. Il y a Leadville, C'est ça. comme une course légendaire là, que Lance Armstrong a déjà gagné dans le temps, en altitude au Colorado. Mais tu vois, c'est pas technique. C'est juste que ça brasse Déjà, un les peu. gens, avant, entre parenthèses, l'apparition des gravel bikes, il y a des gens qui l'essayaient en vélo de cyclocross ou avec des guidons courbés, c'est arrivé, ou des vélos sans suspension. Parce qu'essentiellement, c'est une longue ascension puis une longue descente dans des lignes électriques ou dans des chemins de pylônes. Ouais, c'est ça, c'est essoufflant, même quand tu prends une pause. Là. Mais tu vois, moi, j'étais là cet été au Colorado, j'ai fait le parcours en vélo de gravel avec des pneus de 2 pouces et plus, puis ça brasse, là, quand même, pas de suspension. Mais ces 6 courses-là, tu vas avoir le même vélo. Mais là, je vais me déplacer entre les courses avec le même vélo. Je suis encore en train de figurer qu'est-ce que je fais pour le vélo de montagne, mais je pense que je vais me trouver un vélo de montagne pour les courses, puis je vais le shipper entre. Ou louer un vélo. C'est pas encore clair, mais je vais prendre le même vélo pour me déplacer aux courses, mais ça prend un vélo de montagne pour les 3 courses. Tu avais commencé à nommer les courses. Fait qu'il y a Unbound. Sea Otter la première. Après ça, 3500 km pour se rendre à Unbound. OK. Combien de semaines plus tard? Il y a un bon gap, là. Je te l'avais envoyé, Jeanne, mais il y a une couple de pas mal de semaines. Il n'y a aucun rush. Il n'y a pas de pression de performance. Il n'y a rien qu'il faut que je gagne genre 200 km par jour entre les courses, là. Il y a du temps en masse pour me rendre. Fait qu'il y a Theater Unbound. Après ça, je vais remonter. Là, je prends l'avion parce que là, ça, c'est 7 mois, mais je suis Canadien, moi, puis j'aimerais ça garder ma nationalité. Fait que je veux comme raccourcir un peu mon séjour. Fait que je prends l'avion pour aller au Canada, faire les championnats canadiens de gravel en Alberta, proche de Calgary. Puis après ça, je redescends pour aller faire Leadville au Colorado. Puis après ça, il y a Shawinigan au Wisconsin. Puis les 2 dernières sont en Arkansas, à Bentonville, qui est la capitale de Walmart. Oui, vraiment. Ils ont entretenu des pistes. C'est le siège social de. Puis les frères Walton. Oui, ils ont développé des. Qui comme sont les descendants du fondateur de Walmart. Eux, ils trippent sur l'aviation puis sur le vélo. Fait qu'ils investissent massivement là, dans la communauté cycliste. Oui, ben, comme les frères Wright. Les frères Wright, hein, oui, merci, Ben. Il vient de me donner un fist bump. Et les frères, je ne sais pas si tu savais, les frères Wright qui ont inventé l'avion étaient réparateurs de vélo, étaient mécanos de vélo avant d'inventer l'avion. C'était ça que... Puis apparemment... Puis même dans le style de la culture de ce côté-ci. C'est un podcast éducatif. Ah non, je sais, regarde, c'était le Québec. Mais même au-delà de ça, les frères Wright, hein, Wilbur et Orville, ils s'obstinaient beaucoup entre eux sans arrêt. Puis c'est apparemment une méthode, pas de négociation, mais d'arriver comme à 2 entrepreneurs ensemble. Il y en a un qui disait... Hey, on devrait peinturer nos murs rouges. Puis l'autre, peut-être qu'il était d'accord avec lui, mais il disait, non, moi, je pense qu'on devrait faire bleu, juste pour essayer de savoir vraiment qu'est-ce qu'ils devraient faire. Puis chaque chose qu'ils faisaient, puis c'est sans doute pour ça qu'ils ont réussi à inventer l'avion aussi, ils ont poussé chaque question, ils le poussaient jusqu'à fond. Fait que leur mur était mauve, si je comprends bien. Non, parce qu'à la fin, c'est bon. Ils réussissaient à s'entendre. Parce que celui qui était contre l'idée, peut-être, c'était juste pour pousser la discussion plus loin. Dans la langue française, il y a une expression qui dit l'avocat du diable. Oui. Se faire. Oui. Mais de façon, une constance là-dedans. Puis les 2 dernières courses du calendrier, oui. Little Sugar puis Big Sugar, une semaine après l'autre. Puis après ça, je m'en reviens à la maison. À un autre 2000 km, je pense. Parce que tu vas être non, c'est plus au Wisconsin. En Arkansas, qui est quand même loin de la maison. D'ailleurs, j'ai un autre fait là-dessus. Savez-vous pourquoi on dit Kansas, mais Arkansas? Ben, j'ai l'impression qu'on va le savoir. On va le savoir en quelques secondes. C'est parce que ces 2 noms des tribus autochtones, des Amérindiens qui étaient là. Mais ce n'est pas... dans leur langue qui n'est pas la même, ils le prononçaient de façon différente. Et donc, ça vient de ça. J'ai hâte d'aller c'est ça. Ouais, c'est fascinant. Mais pas vrai, c'est intéressant. Alors, ce qui nous amène à la fin de ton parcours. Avec ta poutine mafia, est-ce que vous vous voyez entre les courses? L'année passée, j'asseyais
moi, à Poutine Mafia, d'amener les gars dans le bikepacking, parce que je trouve ça intéressant. Fait que j'ai réussi à la sauce avec eux. Oui, exactement. J'ai réussi à convaincre Julien. J'étais comme, il y a une belle course là, en Alberta, puis après ça, on traverse le BC, puis on fait une autre course sur l'île de Vancouver. Fait qu'on traverse le BC au complet. Un genre de 1000 km. Fait que c'est pas trop pire. Non, un mois. Ouais. Non, c'était quoi? 1500 km, je pense. Fait que ça nous a pris... On avait comme 3 semaines. C'était lourd. On est arrivé d'avance, puis fait que c'était pas trop stressant. Puis le BC, tu peux dormir partout. Fait que c'était comme... Il y a des ours, mais c'était pas si pire. Fait que j'ai convaincu Julien. L'important, c'est d'être plus rapide que ton partner. Donc, à ce moment-là, s'il y a un ours, tout est correct. Fait que j'ai convaincu Julien de venir en bikepacking avec moi traverser la Colombie-Britannique. J'étais vraiment content pour lui montrer que c'est pas si pire que ça. Essayer de balancer performance et transport actif. Parce que moi, c'est ça que je veux pousser. Puis c'est cool que moi, je le fasse, mais s'il y a juste moi qui le fais tout seul, ça ne la changera pas beaucoup dans le monde. Tu comprends? Fait que j'étais comme, essayer d'élargir mon affaire. Fait que là, j'ai réussi à convaincre Julien. J'ai trouvé des sacs et des patentes. J'ai seté son vélo. Fait que là, on part. Puis il était vraiment bon. Il était vraiment smooth. On dormait dans la même petite tente. Là. Ça, c'était le truc un peu plus serré. Ouais. C'est le cas de le dire. Ça allait super bien. Peut-être pour ça qu'il était smooth. Après une semaine à peu près qu'on est parti, il me dit « Hey, c'est cool le camping. J'en avais jamais vraiment fait, moi. » Je suis comme « ouais. Initiation. Ouais, Jules, tu me dis ça là. » Il a vraiment été game. Puis là, un moment donné, on se lève. On aimait bien ça, nous, le baseping, ce qui est du camping sur un terrain de baseball. Ah oui? Sauf quand il arrose le terrain le matin. Ouais. Il y a une autre ouais. Non, c'est des terrains municipaux. Ouais, nous, on s'est fait pogner une fois aussi par les sprinklers, mais c'est parfait parce que tu as comme un petit abri pour mettre ta tente, tu as des bancs, puis souvent, il y a comme des prises de courant pour les lampadaires. Juste quand il y a du monde qui joue au baseball, c'est fatigant. Ouais. Tu caches la balle. Fait qu'on était en base ping cette fois-là. Puis Julien se levait tout le temps un petit peu avant moi. Fait que là, je me lève, puis il me dit « Hey, c'était écœurant ici, il y a des grosses feuilles là, pour... J'allais aux toilettes, vraiment des belles grosses feuilles pour s'essuyer, là, c'est vraiment cool. » Je dis « Ouais, mais on a du papier de toilette. » Je dis « Même pas besoin, t'as rêvé, les feuilles sont tellement belles. » Fait que là, ça reste de même. 2-3 jours après, j'entends, il se lève dans la nuit, là, il est à la table à pique-nique. Je fais « Qu'est-ce que tu fais, Jules? » Il fait « Ça me pique. Je pense que je me suis fait piquer par une araignée. » Là, je me mets de la crème, je fais OK, viens te recoucher, là. Il vient se recoucher. Ouais. Viens te recoucher dans le temps. Le lendemain matin, il me dit Ouais, ça pique vraiment, là. Ça me pique vraiment. Là, je fais Fais-tu que je te gratte? Ouais, je suis comme penses-tu vraiment que c'est une araignée? Il dit je suis pas sûr. Là, il me montre. Mais il me montre pas l'endroit précis, mais mettons, en dessous de ses pectoraux, jusqu'à ses genoux, c'était comme tout rouge, tout enflé. Je fais, Jules, je pense pas que ça, c'est une araignée. C'est peut-être plus de l'herbe à puce, tu sais. Je fais, c'est peut-être de l'herbe à puce, mais tu sais, les feuilles, l'autre fois, quand je me suis essuyé, les frotter sur ma main avant, puis il s'est rien passé. Oui, mais c'est pas instantané, l'herbe à puce, Julien. Fait que là, à partir de ce moment-là, le voyage a pris un tournant un peu plus de survie, ouais. Parce que là, il a fallu aller à l'urgence. C'est que je pense 2 jours après, il s'est fait piquer par une guêpe d'en face. Là, son corps, il capotait. Il avait l'air de sortir d'un match de boxe. Je te niaise même pas. Vous irez voir sur Instagram, dans les posts du BC, là, il y a une photo de lui. On le reconnaît même pas. Il y a des petits yeux, il est tout enflé. Il tripait moins à cette partie-là. Il sentait même pas, mettons, sur quoi qu'il était assis. Tu es assis quand même sur la zone où est-ce que tu t'essuies, là, en vélo. Fait que, ça a été un peu plus difficile pour lui. Fait qu'il a fallu aller 2 fois à l'urgence, avoir des crèmes de prescription pour ça. Fait que là, moi, j'ai essayé de le convaincre que c'est merveilleux, le bikepacking. Julien, tu vas voir, c'est merveilleux. Je pense que pour lui, c'était peut-être moins compatible avec sa vision de la performance. C'est que ça devient un peu tough de performer dans ce temps-là. Oui. Puis juste une dernière affaire avec cette histoire-là. 2 jours avant la course sur l'île de Vancouver, là, il finit sa prescription de médicaments. Ça commence à y regratter. Il était presque guéri. Là. Ça commence à y regratter. Fait là, on va aller à l'urgence, Jules, on n'a pas le choix. Puis on pogne un taxi 15 km pour aller à l'urgence. On attend 5 heures. On sort de l'urgence à 1 heure du matin. On va reprendre un taxi. Ça ferme à 7 heures, les taxis, à cette place-là. J'ai dit, c'est pas grave, on est au BC. On va faire du pouce. Puis on commence à faire du pouce. On pogne un gars qui nous fait 2 km.
C'est pas pire, on en avait 15, il nous en restait 13. Ça va bien, on va se rendre... Finalement, ça a été la dernière. On était dans le pitch black, sur une petite route. On a marché 13 km 2 jours avant, de 1h à 4h du matin. Fait que tu vois, c'est que ça... C'est une activation différente pour la course. Au moins, vous n'avez pas fait de gaz carbonique d'auto. Est-ce que tu vas retenter l'expérience mais avec Adam cette année? Mais Adam, tu vois, il est plus princesse encore que Jules. Mais Jules n'est pas princesse, là, je vais le dire. Là. Il a vraiment été un warrior. Et tu vois, puis Est-ce qu'il est plus princesse que ta mère? Oui, ma mère est moins princesse que moi. Là. Ma mère est vraiment... à l'air de rien, une petite madame là, de rien, mais ça ne dérange pas pantoute. Ouais. Elle de l'arbre à puce à Menzel. Elle connaît ses plantes. Elle connaît mieux ses plantes, mais non, elle en a dedans. Ouais, fait que c'est ça. J'essaie d'amener du monde là-dedans. C'est pas toujours facile. T'intéresses-tu, Joe? Lui, c'est juste la partie course qui l'intéresse. Non, mais l'affaire, c'est que c'est ben trop vite. Là. Moi, c'est pas. Ça marche pas. Là. Je suis pas. Qu'est-ce qui est trop vite? Mais non, il demande est-ce que ça t'intéresse comme de l'accompagner, mais tu sais, ça n'aurait pas. Mais même avec un vélo électrique, là, je pourrais même pas rouler. Ça bloque à 32. Puis, la twist pour l'année prochaine, pas la twist, mais l'année prochaine, mon calendrier de courses que je relais les courses en vélo, je vais faire un film avec ça. Ouais. J'ai trouvé un vidéaste de Montréal. Phil Rouleau. Qui est excellent. Ouais. Puis tu vois, lui, il s'en vient, on a booké un premier séjour. Il s'en vient avec moi à Sea Otter. Puis on fait un 1000 km ensemble jusqu'à Las Vegas à travers Death Valley National Park. Puis lui, mon commanditaire, il va... Au mois d'avril, mai? Ouais. Il commence déjà à faire chaud pas mal, là. Oui, mais on va y arriver, je pense. Okay. Des fois, quand tu sais pas à quoi t'attendre, c'est le mieux. Puis, fait que lui, il va avoir un vélo électrique, assistance électrique pour me suivre. Fait j'ai hâte d'essayer ça, voir comment qu'on peut dealer. Parce que c'est sûr que sinon, c'est dur. Moi, je m'entraîne. C'est mon entraînement dans la journée, rouler. Fait que d'après moi, ça va être un bon compromis d'une petite assistance électrique. Puis il y a ta blonde aussi qui fait la même chose. Puis avec le même vélo, elle va venir me rejoindre au Montana. Puis on va descendre jusqu'au Colorado 2 mois. Là, il y a un bon gap entre les courses. Et ça, ce sont des vélos de quelle marque? 3T. Ah, 3T, c'est une bonne marque de vélo, ça, je pense. Hein? Excellent. C'est des excellents vélos. Oui, non, je suis vraiment content. Ils vont me supporter cette année. Ah, c'était commanditaire. Oui. Regarde, crème. Tu parles d'un add-on. Je suis vraiment content d'avoir le support de... D'ailleurs, par rapport au matériel, c'est ça, le vélo 3T. Oui, tu vois, 3T, ça, c'est une drôle d'anecdote. Comment j'ai réussi à avoir ce contact-là. Dernière course de l'année, je m'en vais pour prendre l'avion pour revenir à la maison, en Arkansas. Puis là, j'avais pas mon passeport. Je trouvais pas mon passeport. Fait que là, je fais comme... Là, je vide mes sacs, tout. Puis là, un responsable de 3T qui parle français, qui me connaissait, moi, je le connaissais pas nécessairement, il vient me voir, en me parlant français. « Hey, salut, ça va? Comment ça a été ta course? » Ben oui, ça a bien été la course, mais là, j'ai pas mon passeport. Là. Je fais, OK, plus difficile. C'est en tout cas, je te laisse mon courriel. Si jamais besoin de quelque chose, écris-moi. Et je fais, bon, peut-être un petit partenaire. Fait que je suis vraiment content d'avoir 3T. Ben, c'est bien. Ouais, j'avais pas perdu mon passeport. Oui, j'ai retrouvé, j'avais échappé dans le stationnement. Mais je l'ai retrouvé 3 jours après. Ben, ouais. 3 jours après? Oui, mais il y a quelqu'un qui l'a ramené au bureau des objets perdus, mais la fin de semaine était fermée. Le dimanche, lundi. Fait qu'en tout cas, j'ai réussi à trouver mon passeport, m'en revenir, puis un commanditaire. Mais c'est comme ça. Si on parle de budget, là, dans le fond, c'est que eux, ils te donnent des vélos, ils te donnent de l'argent. As-tu quelques commanditaires? Comment ça marche pour payer une saison? Pas juste la course, mais le reste de l'année, il faut que tu t'entraînes aussi à temps plein. Oui. Mais tu vois, là, l'année passée, vivre au complet puis faire la saison de course avec mes dépenses puis tout ça, puis acheter un vélo à prix pas trop cher, ça m'a coûté à peu près 30 000, je pense. Tout, là. Vivre, le loyer, toutes les affaires, là, au complet, à peu près. On parle ici d'un gars qui fait du base ping. Ouais. Le minimum, fait que les avions. Puis il y avait un peu d'aide l'année passée de mon équipe, c'est que le Régis, ils m'ont aidé un petit peu, avec un petit montant, mais c'est surtout, c'est ça. C'est moi qui ai absorbé les coûts pour l'année passée. L'année prochaine, je vais arriver à peu près kiff-kiff, je pense. Fait que là, quand tu voulais faire ta 2e saison, t'es allé voir en premier ta mère, tu lui as demandé, toi, man, la santé, ça va? Vu que tu essayais d'avoir peut-être un 2e héritage. Puis là, elle t'a dit, ouais, ça roule, pourquoi? Shit, là, ça marche pas. Shit, faut que j'aille me chercher des commanditaires.
Ouais. Puis j'ai demandé aussi mon frère, c'est quoi ça, comment ça va la santé? Il y a quand même la moitié du premier. Non, mais... Puis il est pas même dépensé, hein, au ski. Mais non, il mange végé au monastère, il est en santé, il pète le feu. Ouais, puis l'uniforme est fourni. Ouais. Fait que non, c'est ça, ça me prenait, je voulais continuer, mais je peux pas faire des saisons à l'infini comme ça à mes propres frais. Là. Fait que ça me prenait des partenaires. Puis non seulement monétairement, mais aussi, comme je disais tantôt, tu veux que ça rayonne. Tu veux pas que ça soit. Je veux pas que ça soit moi en silence qui fait du vélo pendant 7 mois puis que personne n'en parle. Tu veux porter un peu une cause de mais moi, je veux changer un peu le modèle du cycliste professionnel. Peut-être pas changer le modèle, mais poser des questions. C'est-tu vraiment si cool de flyer partout dans le monde puis aller faire des camps d'altitude puis. Ou au moins démontrer qu'il y a d'autres façons de faire. Qu'il y a d'autres façons de faire, oui. Une alternative. Que oui, tu iras peut-être pas aussi vite, mais ça va peut-être être aussi le fun, peut-être même plus. Ouais. C'est vraiment intéressant. Fait que je voulais des partenaires pour partager ça. Puis tu vois, 3T, oui, j'avais des résultats corrects, mais ils embarquent à cause que je vais faire du bikepacking, puis ils trouvent ça cool. Là. Puis la plupart des marques que j'ai approchées aussi, ils sont comme, ah oui, ça s'inscrit vraiment dans la vision, tu sais, les causes environnementales qu'on veut supporter. Puis c'est vraiment une vision qu'ils partagent aussi, qu'ils veulent aller. Puis qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'initiatives à supporter concrètes. Là. Fait que, ouais. Mais c'est sûr que c'est un peu plus dur, si tu veux. Le chemin tracé, c'est pas celui que je prends, là. Mais je pense que il y a de l'intérêt déjà, fait que je suis content. Reste du matériel, tu vas y aller avec des sacs, avec une remorque. Là, les seuls contrats que j'ai signés en ce moment, c'est 3T puis Le Braquet, qui est des vêtements de Montréal. J'ai salué. Sont vraiment... C'est eux qui m'ont approché en plus. Ils ont fait « Hey, c'est vraiment cool ce que tu fais. » D'ailleurs, là, tu partiras pas avec une garde-robe très... non, ça va être remplie. limité. Tu vas te faire envoyer des vêtements? Tu pars avec non, je une pars avec... sélection, je pense que je vais partir avec 3 bibs, 3 maillots à peu près, 3-4 maillots. Puis quand ma blonde va venir me rejoindre, elle va m'amener un autre bib ou 2. Des sous-vêtements propres. Oui, mais tu vois, le reste, c'est surtout les choix à moi parce qu'en vélo, ça coche, les sèche pas toujours aussi vite que tu voudrais. Fait que là, des fois... Le Braquet, est-ce qu'ils conçoivent des choses ici? Est-ce qu'ils les fabriquent ici? Le Braquet, moi, je savais pas. C'est vraiment cool, pour vrai. Là. Je dis même pas ça pour ce qui m'aide. Là. Mais ils ont... c'est une petite équipe. C'est fabriqué en Asie, parce que c'est ça le modèle viable en ce moment. Là. Mais ils ont une fille qui fait des patrons. Fait qu'ils développent vraiment des produits from scratch. Là. C'est pas genre, voici le catalogue puis on met notre logo. Ils développent vraiment des produits. Moi, ils m'ont envoyé leur nouveau bib. Là. C'est le meilleur bib que j'ai eu de toute ma vie. Je niaise même pas. C'est vraiment cool ce qu'ils font. Fait que, ils ont je pense qu'ils ont les bonnes bases pour que ça devienne vraiment cool. Avec l'expérience que tu as maintenant aussi, tu as fait de la couture. Oui. Tu en as fait. Tu as travaillé chez Arkel, là, mais tu es couturier, mais tu concevais des sacs aussi un certain temps. Oui. Moi, j'ai appliqué là parce que ça fait longtemps que je voulais apprendre à coudre. Puis il y avait un poste de couturier, mais couturière plus l'habitude, là, ouvert. Fait que j'ai appliqué là, puis ils ont vu que j'avais un bac en design. Ils ont fait « Ah, mais on n'a pas de designer, nous. » Fait que j'allais faire du développement de produits plus de la production. Fait que je faisais les deux parce que pour moi, ça va un peu main dans la main. Là. Si tu veux faire le meilleur produit possible, il faut que tu saches comment il est conçu, qui est produit, puis ça l'ouvre les fenêtres. Ton expérience en tant que couturier, couturière, dis ça comme tu veux, est-ce que ça peut te donner le goût d'en développer des vêtements pour toi ou pour cette compagnie-là? C'est sûr que concevoir des choses, ça m'intéresse vraiment beaucoup, mais c'est qu'il y a le temps. Le facteur temps, c'est... Tu peux pas... Si tu veux faire de quoi vraiment top, tu peux pas faire tout. Là. Fait que là, tu vois, en ce moment, c'est l'entraînement. Même en ce moment, juste de gérer la préparation de ma saison, trouver des commanditaires, faire des médias sociaux, faire ma mécanique, tout ça, ça fait que j'ai même pas le temps de m'entraîner autant que je voudrais. Mettons, je m'entraîne, je trouve que la limite en ce moment, c'est comme 20 heures semaine d'entraînement. Au-dessus de ça, t'es trop sa limite un petit peu, comme tu coupes dans d'autres affaires. J'ai une blonde aussi, fait que tu vas avoir une vie équilibrée là, pour que ça dure sur du long terme. Elle va se sentir aimée en t'écoutant. Fait que oui, c'est difficile de jongler avec tout ça. Juste, j'aimerais ça m'entraîner entre 25 et 30, mettons. Je comprends pourquoi que les athlètes, les athlètes en route, ils ont des agents, ils ont du monde qui s'occupe de leurs affaires. Mais en même temps, je pense que ça rend... C'est comme le prêt à payer, si tu veux. Pas le prêt à payer, mais c'est comme une concession à faire. OK, mais moi, je veux amener mon bateau où est-ce que je veux. Mais il faut que je m'occupe de tout. D'avoir ta propre structure. Oui, ma propre structure. Si je veux l'enligner où est-ce que je veux, c'est moi qu'il faut que la gère. Là. C'est quoi le
la présence du dopage en gravel? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Même en route, je ne sais pas c'est quoi l'état des choses, là, pour vrai, parce que je ne suis pas au plus haut niveau. J'ai l'impression qu'en route, il y a plus une zone grise, peut-être. Il y a des règlements qui sont assez clairs. Je pense qu'il y a comme une zone grise parce que tu peux comme... Avez-vous des tests? Mais c'est ça, en gravel, il y a un peu de tests qui commencent, mais il n'y a pas beaucoup de tests. Encore là, c'est des événements privés. Ouais. Tu sais, à quelque part, Ah oui, si c'est pas c'est sanctionné. privé, c'est pas... Oui. C'est un enjeu, je pense. Ça coûte cher, les tests parce qu'il y a de antidopage plus pour en plus d'argent l'organisation. dans... C'est quand il y a de l'argent, le monde, ils veulent tricher. Ouais, J'ai pas l'impression... Les performances sont pas dans une autre planète. Fait que j'ai l'impression que c'est pas un enjeu. En tout cas, moi, je le vois pas comme un enjeu. Je pense pas qu'il y en... J'espère qu'il y en a pas. Mais toi, tu te dopes au sirop d'érable? Oui. Oui. Si Bon tu passes lien. sur la palette, Ouais. tu tires fort. Tu sais, est-ce que c'était voulu? Moi, il me fait signe que oui, évidemment. Palette, attire. Ah, palette en plus! Ah oui, non, c'était Mais fort. oui, même récemment, je suis allé faire un autre podcast avec les producteurs de sirop d'érable, le producteur acéricole du Québec. Ouais. Ça va sortir sur la performance et le sirop d'érable. Je suis vraiment un fervent du sirop d'érable. C'est Adam Roberge, une autre légende, encore lui, là, mais que lui, il carbure beaucoup à ça depuis quelques années. Puis ça a l'air weird, là, parce que lui, il va direct. Il y a une canne de sirop dans son bidon, sur son vélo, tous les jours. Pas d'eau, une canne. Une canne, le sirop straight. Huh. C'est sûr que ça a l'air weird, mais une fois que tu l'essayes, moi, je le J'ai dilue vu le plus. slogan d'une compagnie qui ont sorti ça, les premiers, lancent un gel au sirop d'érable au Québec, mais c'est « Je carbure à l'érable Oui, mais c'est vrai que c'est vraiment bon parce que Toi, tu le mélanges à l'eau? moi, je mélange un petit peu d'eau. Tu vois, mais avec du sirop d'érable, il y a plein d'avantages, là, mais c'est que ça se dilue vraiment bien dans l'eau. Tu sais, mettons des poudres à quantité que je consomme. Moi, je consomme en entraînement autour de entre 70 puis 110 grammes de glucides à l'heure. Mais mettons, je fais à peu près 5 raids de 4 heures par semaine. Fait que ça fait beaucoup de glucides. Là. Mettons, si tu fais 400 grammes ou 500 grammes dans une ride, ça fait beaucoup. C'est quasiment une canne au complet de sirop. Fait que, avec le sirop, ça permet vraiment d'aller chercher beaucoup de calories facilement. Ça goûte tout le temps bon. Moi, je suis vraiment un fan du sirop. Vraiment à découvrir le sirop comme source. Puis c'est sûr que le sirop, tu vois, ils n'ont pas de Morton ou des compagnies comme ça là, de nutrition. Ou Tim? Hein? Tim? Tim Hortons? Tim Morton? Non, Morton. Tu connais pas ça? Man, je ne connais rien. C'est Mais bien mettons, à la mode. dans les compagnies de nutrition, ils ont des budgets marketing OK. pour le sport. Fait que Ouais. c'est sûr qu'ils vont te dire que c'est la meilleure affaire. Ouais. Mais je pense que, tu vois, le sirop d'érable, c'est un ratio glucose-fructose là, pour les geeks un petit peu, là, 1 pour 1. Les études... Une pincée de sel et la Ouais, magie puis opère. pour vrai, t'as comme tout ce qu'il faut. T'as du Morton qui coule direct dans l'arbre ici au Québec. Ouais. Fait que je vois pas pourquoi on irait n'importer d'Europe. là. Prends-tu ça, toi, Ben? C'est quoi ton rapport maintenant à la nutrition sportive? Là? Ben, moi, quand je faisais des courses, j'étais déjà à l'époque convaincu du sirop d'érable. Ça fait vraiment longtemps. Recarb aujourd'hui, salutations à Dave, qui était fondateur de cette compagnie à l'époque. Pas vrai? Donc, c'était carbure à l'érable. Puis c'était du sirop. Puis il ajoutait un sel de mer, des trucs comme ça, mais c'est. Moi, ça m'a fait avancer pas mal. Mais oui, moi, je suis convaincu. Là, tu vois, même qu'on commence à être reconnu comme les Québécois, Adam puis moi, on met du sirop d'érable dans leur bidon. Le monde, ils trouve encore ça 100%, bizarre, c'est- mais c'est tellement d'avantages. Puis moi qui voyage en bikepacking tout le temps, je vais pas traîner une boîte de gel là, tu sais, Ouais. pendant 7 mois. Fait Fait qu'il y en a dans toutes les épiceries. Dans toutes Ouais. les épiceries en Amérique, Ouais. tu peux trouver du fuel. Puis ça rentre là, en course là, au-dessus de 100 grammes à l'heure. Là, facile. Pas de problèmes intestinaux. Même la même quantité avec du Morton, qui est comme le produit leader. Bon, c'est là. c'est le leader actuel. là. Ouais, La ça mode. fitait pas dans mon... Moi, j'avais des petits problèmes gastriques là, pour les mêmes quantités. Fait que, tu vois, c'est vraiment Non, mais à découvrir. Des recettes à base de sirop d'érable, là, d'hydratation ou pour l'énergie, avec un petit peu de jus d'orange, avec un petit peu de sel. Ouais. Tu peux faire tes propres boissons. Moi, maison, que j'aime bien, là, des petits sirops français, là, ou des différents fruits, framboises ou grenadine, Ah, ouais. citron. Ouais. Mélange ça un petit peu, c'est vraiment bon. Même Du qu'il faut que Ricard. tu contrôles pour toi. La réglisse t'aime beaucoup, hein? Ouais. Fait que à découvrir le sirop pour vrai. Génial. Là, tu as 33 ans. Oui. Combien de saisons qui te restent à ce haut niveau, tu crois? Tu vois, moi, quand que je voulais recommencer le vélo, je m'étais dit, c'est comme un bloc de 3 ans.
que je vais le faire à fond. Je ne ferai pas ça à fond toute ma vie. Je pense qu'il y a plein d'autres affaires qui m'intéressent aussi. Mais je pense qu'il me restait quelque chose à aller apporter dans le vélo, puis aussi pour moi, de le sortir de moi, le compétiteur en moi. Fait que je m'étais dit, je pense 3 ans, c'est un bon bloc de le faire vraiment à fond, là, juste ça. Puis après ça, on pourrait peut-être tourner la page. De ce rêve-là. Tu vois, au début, il y a les championnats du monde de vélo de route qui s'en viennent en 2026 à Montréal. À Montréal. Je m'étais dit, ça pourrait être une occasion. Je pense pas que c'est encore ça l'objectif avec la trajectoire que je prends, mais ça faisait comme un bloc de 3 ans. Je pense qu'après ça... En fait, l'objectif quasiment, pour moi, c'est de plus avoir besoin de compétitionner, je pense. Comme de le sortir de moi, puis de dire, OK, j'ai plus besoin de... Plus jeune, j'aimais vraiment la compétition, mettons. Ça me nourrissait beaucoup, mais en vieillissant, je suis comme, mais peut-être que la compétition, c'est peut-être pas si... Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses dans la coopération, dans d'autres affaires, que essayer d'être meilleur. Puis après, les tu autres, faire quoi comme métier? Mais j'ai beaucoup aimé, moi, créer. Chez Arkel, j'aimais vraiment ça, la job. Cam, tu me disais, tu avais même fait des chemises. Oui. J'en ai déjà une en commande, d'ailleurs, elle n'est pas encore arrivée. Mais j'ai tout vendu, Ben. T'as pas été assez Damn it. Mais oui, après avoir travaillé chez Arkel, en fait, moi, j'aimais vraiment ça chez Arkel. La seule affaire que j'aimais peut-être moi, c'est que c'était pas moi le boss. Tu comprends? J'aime ça, moi, comprendre comment tout fonctionne, puis pouvoir prendre mon propre bateau. C'est pour ça que je fais ce projet-là, puis que c'est moi qui pilote, là, en contrôle. Pouvoir essayer différents chemins. Puis si ça marche pas, OK, c'est moi le responsable, ça n'a pas marché, mais t'apprends. Tu sais, c'est comme des opportunités d'apprentissage. Fait que moi, je voulais avoir un peu plus d'autonomie. Fait que ça, j'ai fait justement ça n'a pas été long. Là. J'ai fait un été de temps, j'ai fait des chemises à Montréal. Ouais. J'ai vendu tout ce que je pouvais produire. Mais je voulais peut-être... Mais il n'écoutera pas, il ne parle pas vraiment français, mais le contremaître chez Arkel, c'est un immigrant. En fait, lui, il était irakien, il était allé en Syrie parce que ça n'allait pas super bien en Irak. Puis après ça n'allait pas super bien en Syrie, fait qu'il est venu au Canada. Puis il y avait une compagnie de jeans en Syrie, fait qu'il connaissait tout sur la couture. Puis ça a vraiment été un mentor pour moi, là. Vraiment, c'était exceptionnel. Puis il m'a amené dans son sol, chez eux, il y avait des machines. Il m'a montré à coudre, à faire des vêtements. Il m'a tout montré la couture. Puis même chez Arkel, c'est tout lui qui m'a montré comment coudre. Là. C'est intéressant, j'avais vu une de tes publications où tu disais que le monde de la couture, de la fabrication textile, même au Québec, c'était supporté par tous ces immigrants-là qui arrivent avec un savoir-faire qui était perdu ici. Oui. Tu sais, avant, il y en avait du couturier au Québec, là, mais de moins en moins. Puis dans d'autres pays, c'est encore présent. C'est là que c'est présent, en fait, la couture. Puis la production. Fait que quand les immigrants viennent, on avait des... Oui, il y a eu des Ukrainiennes quand j'étais chez Arkel qui étaient réfugiés, qui faisaient de la couture là-bas. Beaucoup de monde d'Amérique du Sud. Fait qu'il y a du monde un peu partout qui se retrouve là. C'est vraiment beau, pour vrai, chez Arkel, de voir sur le plancher de production, parce qu'il y a plein de monde qui ne parle pas tout le même langage. Il y en a qui parlent français, il y en a qui parlent arabe, il y en a qui parlent espagnol. Mais tout le monde finit par se comprendre puis coopérer. Mais c'est vraiment... moi, je trouve ça vraiment un beau métier manuel. Ça prend vraiment de l'expertise. C'est pas juste tu mets ton cerveau à off. Là. Ça prend vraiment un contrôle des machines puis des tissus. Fait que moi, je suis vraiment content qu'ils gardent ça. Ça permet de garder ce savoir-faire-là en vie. Mm-hmm. Parce que s'il n'y avait pas ces immigrants-là, c'est sûr qu'Arkel ne ferait pas des sacoches ici à Sherbrooke. C'est impossible. Il n'y a pas de bassin. Il n'y a pas de relève. Mais moi, je pense que de plus en plus autour de moi, je vois du monde qui sont peut-être un peu tannés de faire du travail d'ordi, qui se tournent vers des métiers manuels. Il y a plein de monde que je connais qui font le cours de botanique là, à Montréal. Qui sont comme écœurés de faire du travail d'ordi. Fait que je pense que ça soit gardé en vie, ce savoir-faire-là, manuel. Je pense que ma génération, peut-être ceux du futur, peut-être avoir un petit retour. En tout cas, j'espère, faire des métiers manuels comme ça, qui sont vraiment riches, puis c'est vraiment des beaux métiers. Ouais. Alexis, on va clore ici ce chapitre. C'était un honneur de te recevoir. J'ai eu bien du plaisir à t'entendre parler. Tu nous as fait passer par plein d'émotions. Puis tu étais un très bon public pour mes gags. Fait que pour juste, ne serait-ce que pour ça, j'aimerais ça te revoir. Peut-être à la fin de ta saison, pour que tu me dises comment ça s'est passé. Pendant, je vais être loin, là, mais... mais on prend au public, on prend toujours vos commentaires et vos questions. Alexis, comment te joint-on en ligne? Instagram, c'est la principale plateforme que j'utilise. Alexis
2 barres en bas. Ouais, bord en dessous, Cartier. Cartier. Pourquoi 2? Alexis bord en dessous, Cartier, t'as déjà pris? Exactement. Ah bon, Exactement. Je voulais garder ça simple. Puis, si vous voulez me supporter, pour vrai, ça fait une différence de me suivre. Les compagnies, ils regardent beaucoup ça. Je fais du contenu, je pense, qui est pertinent. Tu vois, là, je parlais de mon circuit, mais quand ça va sortir, il va y avoir une publication sur mon circuit que je vais faire sur une carte. Vous allez pouvoir voir ça plus concrètement. Au minimum, tu vas avoir 2 personnes en moins et Benoît qui allont te suivre. Nous sommes des fans. Vous me suivez déjà. Ben, comment on te suit, toi? En pédalant vite quand je suis en vélo ou sinon t'es ça, au arrobas à Espresso Sport. Et je suis disponible au arrobas Jonathan Desrois. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour d'autres encycliques. Ah.